sur Radio Libertaire au 01 43 71 89 40. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître, et Urbi comme Orbi, sans publicité ni sponsor. Alors, vos cartes d'auditeurs, vos cartes de soutien, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, dans le 145 rue Hamelot, dans le 11e arrondissement. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Frédéric Tison, qui a commis un très mauvais livre à l'Harmattan, c'est ça? Absolument. Selon Silène, étude sur la figure du satyre Silène, compagnon de Dionysos. Oui. Il a plein de choses à se dire, qui vont peut-être vous surprendre, j'espère. Je l'espère également. Je vous présente Charline Dossa, qui est chroniqueuse à la Revue des Deux Mondes. Enchanté. Voilà. Alors, en cabine aujourd'hui, bien sûr, Monique n'est pas là. Défection. On ne sait pas, on n'a pas très bien compris si elle était partie à Lourdes ou à la Mecque. En fin de compte, peut-être reclusienne. Je ne sais pas ce qu'en pense Christophe en cabine, mon camarade trosco-maurassien. Et de plus, a tendance reichienne, et c'est beaucoup, mais ça, on a des choses à se dire aussi à ce niveau-là, sur Radio Libertaire 89.4. Alors, avant qu'on commence avec Selon Silène à l'Harmattan, ça se trouve, en fait, c'est diffusé chez les libraires ou pas? Ah, c'est très facilement trouvable. L'Harmattan étant un éditeur qui quand même qui n'est pas un petit éditeur, hein. Là pour le coup c'est contrairement à mes autres livres qui forcément sont un peu plus confidentiels, celui-ci l'est également puisque je suis moi un auteur confidentiel, mais si on veut le trouver c'est très facile, il suffit de taper le titre sur l'internet et on trouve l'affiche tout de suite, et puis on le trouve également dans n'importe quel libraire. Selon Silène, vous remarquez que Mademoiselle Cohen-Abbas, qui d'habitude vient avec nous, n'est pas là. Elle est partie de faire de la planche à voile là-bas au Cap d'Agde. Quant à monsieur Christophe Dauphin, tenancier de la très bonne revue Les Hommes sans épaules, aux dernières nouvelles, il était encore en chambre de dégrisement. Hein. Donc on n'y peut rien, je ne sais pas. On va voir. Au niveau du mot confidentiel, c'est très intéressant parce que entre 73 et 75, il va y avoir 4 individus qui vont se rencontrer. Abdelkader El-Janabi. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Razi Younes, alors lui il vient d'Irak, Razi Younes vient du Liban, Farid Laribi vient d'Algérie, Marwan Dib de Syrie. Ils se rencontrent à Paris entre 73 et 75, et au niveau de la revue confidentielle, ils vont sortir une revue, Le Désir Libertaire. Et c'est très sommaire comme construction, c'est quasiment rien noté, c'est photocopié, voilà. Seulement, il va y avoir un ton. Seulement, ils vont faire des rencontres. Seulement, ça va être une des grandes revues décisives des années 73, 75 et plus tard. Et là, c'est réédité à la symétrie. J'espère que j'en ferai une émission avec eux, ça m'intéresserait. Et c'est Marc Cobert qui a fait l'introduction. Et ils sont très nets par rapport à tous les problèmes qui plus tard vont arriver, par rapport à la nation arabe, par rapport à l'islam et par rapport à tout ça. Donc le désir libertaire, j'espère qu'on fera une émission, le surréalisme arabe à Paris en 73-75, c'est quasiment incontournable, c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire qu'un tirage est confidentiel, parce que c'est vrai qu'au départ, il n'y a pas grand-chose, mais 73-75, il y a quand même pas mal d'années d'écoulées et c'est republié. Oui. Et ça fonctionne un peu comme un cercle centrifuge, c'est-à-dire que les publications, on ne sait jamais quand ils sont diffusés, on ne sait jamais dans quelle main cela va tomber, qui va les lire, on ne sait jamais quand ça va rejaillir. Pour ma part, on me parle parfois d'ouvrages que j'ai publiés il y a 8 ans, et puis ça revient, comme ça on cite, on en parle, et ça se fait d'une manière mystérieuse, c'est comme s'il y avait des labyrinthes souterrains, et dont on ouvrirait parfois des portes, comme ça, des passages qui se révèlent soudain. C'est bon, c'est ce que je dis souvent aux gens qui écrivent ou qui tentent d'écrire, qui se voient déjà avec des tirages extraordinaires. Non, ça ne veut pas dire grand-chose. Non. Ce qui compte, c'est les rencontres que l'on peut faire, et puis les personnes avec qui on peut échanger, et puis encore une fois aussi les échos qu'on peut trouver chez quelques personnes. Bien sûr, c'est ça le plus important. Pourquoi écrivez-vous? Pour vous donner rendez-vous. Ah, c'est très beau. C'est beau, hein, c'est très beau. Très bien. Alors, deuxième chose au niveau du rendez-vous, alors on a constamment, moi j'ai constamment, de semaine en semaine, un admirateur, un auditeur qui téléphone, un Célinien, un pur sang, qui, première phrase, il insulte, deuxième phrase, il traite de petit bourgeois. Alors il faut se méfier quand quelqu'un, au bout de la deuxième phrase, vous insulte, on se demande ce qu'il fait au bout de la troisième phrase. Voilà, à moins de rejoindre ses camarades céliniens, voilà. Et tout ce qui sort du monde de Céline, c'est petit bourgeois, où ça n'existe pas. Alors donc moi je tiens à lui dédier cette émission, voilà. Surtout que je pensais que l'émission qu'on
allait faire ensemble, hein, mais je me disais quand même, est-ce que réfléchir sur le silène, réfléchir sur l'agressivité, sur Athènes, etc., c'est quand même réfléchir sur nous-mêmes. Hein. Bien sûr. C'est une part essentielle de notre héritage de pensée, de notre héritage artistique. Et on en est tissé, comme on est tissé du monde de Jérusalem. Il faut faire par contre attention à quelque chose, c'est que c'est très éloigné de nous, ce monde-là. Et avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'il fallait faire très attention aux interprétations qu'on peut lire ici et là, parce que même si sous la plume de personnages, de personnes, d'auteurs très autorisés, ils se contredisent, on le voit. Ils ne sont pas d'accord avec une certaine idée, et ils sont aussi très influencés par la pensée du 19e siècle sur la Grèce, qui vient des romantiques allemands notamment, et puis ensuite avec la philosophie, que ce soit Hegel, Nietzsche, etc. Et on en est les héritiers. Alors c'est très beau, bien sûr, hein, toutes les interprétations, notamment nietzschéennes, etc. C'est très très beau. Mais il faut se méfier de cela parce que, encore une fois, ça nous paraît proche, parce que nous en sommes les héritiers. Et ça nous paraît moins lointain que, par exemple, les mondes d'Afrique ou d'Asie. Mais, à mon avis, c'est une erreur parce qu'on ne peut pas avoir une idée vraiment tout à fait claire de ce que pouvait être, pour un grec, la divinité, le sacré. Ce sont des notions extrêmement complexes. C'est l'objet de l'émission, Frédéric Tison. Eh bien, et donc, par rapport, outre nos racines profondes, il y a aussi, et là, j'ai un Reichen en cabine, il ne va pas me démentir, c'est aussi le Papa Freud a puisé dans tous les mythes grecs. Et je pensais à ça un matin, et je suis tombé sur un interview à la radio, comme ça, sur un des problèmes politiques qui me semblent fondamentaux, et aussi au niveau de la problématique, c'est-à-dire les enfants de Daesh. Vous allez voir aujourd'hui les enfants de Daesh, les enfants qui ont 4 ans, qu'on rapatrie, on se demande, eux qui ont assisté à des scènes d'horreur, en particulier décapitation, mort, même décapiter leurs os, quelqu'un se demandait qu'est-ce qu'ils vont devenir. Alors il y avait une discussion, disant ce sont des bombes en suspens, l'autre disant je ne sais pas trop ce que ça va devenir. Et paf, ça m'a ramené à un livre de Georges Bataille. On arrive dans le sujet, rassurez-vous entièrement. Qui est de 1933, qui est quasiment contemporain de la psychologie de masse du fascisme. Ce livre, c'est la structure psychologique du fascisme, donc c'est très très proche. Est-ce qu'ils ont connaissance l'un et l'autre du livre? On n'en sait fichtrement rien. Et c'est aux éditions Ligne, et ça a été postfacé par Michel Surya. Hein, et dans sa postface, Michel Surya rappelle, on est en plein dedans, vous allez voir, Bataille note, le 30 janvier 1933 est certainement l'une des dates les plus sinistres de notre époque. Le 2 novembre 1933, Elisabeth Forster Nietzsche reçoit Hitler au Nietzsche Archive et prétend témoigner auprès de celui-ci de l'antisémitisme de son frère. Voilà ce qu'on fait dans le texte. Ah oui, comme ça c'est terrible d'avoir détourné la pensée de Nietzsche ainsi. Nietzsche d'ailleurs s'est exprimé très clairement là-dessus, il n'est pas du tout antisémite, c'est une évidence. Ce n'a même pas besoin d'être maintenant dit, peut-être qu'il faut le rappeler en effet. Tout cela est une interprétation complètement folle qui vient directement des théoriciens du nazisme. Rosenberg, je crois, qui avait écrit quelque chose là-dessus en parlant des Aryens, avec l'idée que les Indo-Européens étaient à l'origine des êtres plus purs que d'autres races, comme il disait, ce qui a donné des conséquences, les conséquences qu'on connaît, qui sont épouvantables, qui consistent à dire qu'il y a des personnes non pas différentes les unes des autres, mais inférieures et ou supérieures. Ce qui est une façon de dévoyer complètement la pensée de Nietzsche, y compris son idée du surhomme, parce que l'idée du surhomme, c'est pas du tout l'arien nazi qui va se mettre à tuer, à exterminer tous ceux qui ne sont pas comme lui, mais au contraire quelqu'un qui se dépasse lui-même et qui atteint une connaissance de lui-même et des autres, bien sûr. Donc dans ce livre, la structure psychologique du fascisme, c'est très intéressant parce que Bataille explique 2 choses fondamentales. Une qui est très contemporaine, vous allez voir. Il explique que le fascisme, le nazisme, est battu sur le mythe de l'intouchable. Vous avez un intouchable en haut et un intouchable en bas. L'intouchable en haut, c'est le chef, on ne peut pas le toucher. Et l'intouchable en bas, c'est le juif, l'homosexuel, le rome. C'est une théorie magnifique, c'est magnifique, extrêmement horrible, quoi. Ça montre bien aussi le côté
binaire de la pensée, oui, qui finit par devenir complètement folle. Parce que tout blanc ou tout noir, on sait très bien que c'est toujours, toujours extrêmement limité comme pensée. Et là, dans le texte, on est en plein dans l'actualité, Bataille explique: le fascisme a sous nos yeux repris et reconstitué de la base au sommet, partant pour ainsi dire du vide, le processus de fondation du pouvoir. Jusqu'à nos jours, il n'existait qu'un seul exemplaire historique de brusque formation d'un pouvoir total, à la fois militaire et religieux, ne s'appuyant sur rien d'établi, avant lui, celui du califat islamique. On est en 33. Magnifique, non? Oui. Mais c'est aussi, oui, c'est une forme c'est une façon de fantasmer aussi le passé, avec la fascination pour l'islam, prétendu par les nazis, est une façon de masquer une fascination pour l'autorité, ce qu'on imaginait comme étant autoritaire. Or, ce qui est... moi j'ai lu récemment quelque chose justement sur la bibliothèque de Cordoue, je ne sais pas me tromper, au XIIe siècle, qui était l'équivalent de la bibliothèque d'Alexandrie, à l'époque, qui était absolument magnifique, et qui, lors des croisades, donc en fait c'était plutôt le Xe siècle, pardon, qui lors des croisades, qui ont fait aussi, enfin pardon, je mélange un peu non pas les lieux, mais au moment où il y a eu un conflit de plus en plus grand entre les chrétiens et les musulmans, on s'est rendu compte que l'Occident s'est ressourcé dans ces bibliothèques de Cordoue. Et la bibliothèque de Cordoue, le califat, c'était un califat omeyyade. Et c'était là qu'était le foyer de la culture et aussi de la transmission des œuvres classiques, notamment grecques, tandis que l'Occident, en l'an 1000, parce que je me suis trompé, c'est pas le 12e mais le 10e siècle, en l'an 1000 sortait encore de guerres intestines, d'un pouvoir qui était très instable, et par exemple quelqu'un comme Hugues Capet était un illettré, alors que c'était quand même un des personnages les plus importants, il n'avait pas ses lettres, voilà, donc c'est intéressant de voir cela dans le sens où la perception de l'islam encore aujourd'hui est totalement brouillée par ce genre, parce qu'on mélange les époques, on mélange aussi les confessions, on mélange les sensibilités, si on peut dire, voilà. Donc avant de passer à Selon Silène, il y a une chose à se dire sur les enfants soldats. Et cela, Bataille dans le bleu du ciel, on est en 35, il ne parle pas d'enfants de 4 ans, mais de ceux qui ont à peu près 12-13 ans, environ, les enfants nazis. Et là, j'étais devant des enfants en ordre militaire immobiles sur les marges du théâtre. Ils jouaient avec tant de violence, avec un rythme si cassant, que j'étais devant eux le souffle coupé. Rien de plus sec que des tambours plats qui battaient, ou de plus acide que les fifres. Tous ces enfants nazis, certains d'entre eux étaient blonds avec un visage de poupée, jouant par de rares passants, dans la nuit devant l'immeuble place vide sous l'averse, paraissaient en proie, raides comme des triques, à une exultation de cataclysme. Devant eux, leur chef, un gosse d'une maigreur de dégénéré, avec le visage hargneux d'un poisson. De temps à autre, il se recouvrait pour envoyer des ordres, il râlait. Marquait la mesure avec une longue canne de tambour majeur. D'un geste obscène, il dressait cette canne, pommeau sur le bas-ventre. Elle ressemblait alors à un pénis de singe démesuré, décoré de tresses de cordelettes de couleur. D'une saccade de sale petite brute, il élevait alors le pommeau à hauteur de la bouche. Ce spectacle était obscène, il était terrifiant. Chaque éclat de la musique dans la nuit était une incantation qui appelait à la guerre et au meurtre. Les battements de tambour étaient portés au paroxysme dans l'espoir de se résoudre finalement en sanglantes rafales d'artillerie. Je regardais au loin. Une armée d'enfants rangés en bataille. Ils étaient cependant immobiles mais en transe. Je les voyais non loin de moi, envoûtés par le désir d'aller à la mort, hallucinés par des chants illimités où un jour ils s'avanceraient, riant au soleil, ils laisseraient derrière eux les agonisants et les morts. On est en 35. Ouais. Voilà. Ouais. Belle réponse par rapport à ça. Oui, bien sûr. Oui, c'est clair. Oui. Mademoiselle Charline de ça vous inspire rien? C'est beau que le texte est magnifique, Georges Bataille 1935. Un peu de musique et puis on plonge dans le Selon Silène. Avec plaisir.
Oui, bon, ben, alors, on va faire un petit voyage avec Luigi Nono pendant toute l'émission, alors ne craignez rien. On va réécouter sur Radio Libertaire, selon Silène. Oui, alors vous êtes parti à la recherche de tous les silènes de la Terre. Tous les silènes de la Terre, c'est un grand mot, mais j'ai fait beaucoup de recherches, en effet, que ce soit dans les livres ou dans les musées. Vous connaissez la formule grecque mieux que moi, hein. Laquelle? Si tu n'avais pas... Si tu ne m'avais pas trouvé, tu n'aurais pas... Ah. Voilà, c'est laquelle là? C'est quoi exactement? Alors, comme ça, je pourrais pas... Si tu me cherches, tu m'as déjà trouvé. Oui, bien sûr, oui. Et dans vous. Ah, ça c'est tout à fait vrai. Il m'a parlé tout de suite. Il m'a parlé tout de suite. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que, pour moi, c'était en 2009. Hein, j'ai mis du temps à l'écrire. Hein, je l'ai écrit par petits bouts, comme ça, au fil du temps, parallèlement à mes autres ouvrages. Je pensais même pas que ça allait devenir une petite étude comme cela. Et puis, ça s'est imposé à force quand j'ai vu le matériau que j'avais. Alors, c'était en 2009, je m'en souviens très bien, je lisais L'histoire du rire et de la dérision de Georges Minois, un historien que j'aime beaucoup, dont je lis tous les livres dès qu'ils paraissent, systématiquement, quel que soit le sujet. Et je tombe sur une phrase où il dit que selon un mythe raconté par Théopompe de Chios, qui est un mythographe très ancien, Silène raconte des histoires, et notamment une histoire selon laquelle les hommes, dans un certain pays lointain, grandissent, ils sont deux fois plus grands que nous, et quand ils meurent dans un grand éclat de rire. Alors ça m'a beaucoup intrigué, c'était une seule phrase comme ça, très rapide, et puis Georges Minois passait à autre chose. Pour moi, Silène, c'était, je le connaissais de nom, hein, c'était un des membres du Thiaz, hein. Le Thiaz, c'est le cortège dionysiaque, avec les Ménades, les Bacchantes, les Bacchants, et d'autres personnages, et je me suis dit, mais c'était un satyre parmi les autres, il avait un nom comme Martias, celui qui a été écorché par Apollon. Et je me suis dit, mais qui est ce personnage qui raconte ces histoires-là? Ce n'est pas simplement ce satyre en érection et complètement lubrique et qui passe son temps à courir derrière Dionysos. Donc je me suis renseigné, j'ai regardé, je suis allé au Louvre, j'ai vu beaucoup de peintures, j'ai commencé à regarder un petit peu du côté de Théopompe de Chios. Hein, donc, parce que Théopompe de Chios, en fait, il est cité dans Élien. Élien, c'est un autre auteur qui a écrit l'histoire variée, et où justement dans son livre est raconté plus précisément ce que dit Silène. Et Silène raconte beaucoup plus de choses que cela. Il raconte des histoires tout à fait extraordinaires qui sont à la fois des histoires même pas historiques, prétendument historiques, avec une sorte de récit de l'Atlantide. Et là, oui. Vous êtes un mythographe. Non, un amateur. Amateur, oui. ok, d'accord. Un mythographe n'est pas un historien, c'est le nœud de votre livre, c'est-à-dire où temporellement ça se situe. Eh bien, ça se situe en moi. Hein. C'est pour ça que vous avez remarqué que ce n'est pas une étude systématique. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire du tout, parce que je ne suis pas capable. D'ailleurs, je suis ni philologue, ni universitaire, mythographe, etc. Mais j'ai voulu faire tout de même, mettre une sorte de documentation, hein, et en faire quelque chose de très personnel, une interprétation, qui d'ailleurs peut-être suscitera des désaccords, mais pour moi ça n'a pas d'importance. Mais je me suis mis en scène, j'ai mis en scène un narrateur qui discute. Un jeune homme. Vous savez que c'est un mythe très surréaliste, le jeune homme. Évidemment, oui. Mais j'ai commencé quand j'étais jeune homme. Maintenant, je le suis un peu moins jeune homme, mais disons que, voilà, j'ai fait dialoguer Silène avec un jeune homme, un narrateur. Et vous avez dédié ce livre à l'ivrogne. Bien sûr, avec un I majuscule. D'accord, et pourquoi? C'est l'ivrogne de quoi? Du vin, de la bière? L'ivrogne que nous sommes tous en nous, c'est-à-dire à l'ivrogne que contient tout être humain. Je pense que tout être humain a une propension à l'ivresse, mais peut-être aussi à l'ivrognerie, ce sont deux choses différentes, et je les distingue bien d'ailleurs au bout d'un moment, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, alors je ne suis pas versé je ne suis pas quelqu'un qui connaît bien le grec ancien, non, je me suis fait aider par des amis pour bien traduire, pour regarder quand j'attache une importance particulière à tel fragment de tel passage. Mais donc il y a deux ivresses dans la pensée grecque. Il y a une ivresse qui est tout simplement celle de la surabondance de la vie, qui n'a rien à voir avec le vin, hein, qui est tout simplement l'ivresse qu'ont les eaux à couler dans les montagnes, qu'ont les nuages à passer dans le ciel, qu'ont les astres à tourner dans le ciel. Et puis il y a cette ivresse qui est beaucoup moins naturelle, qui est celle du vin. Alors le vin n'est pas naturel du tout, ça suppose une civilisation. La fabrication du vin suppose des hommes pour le travailler, la première ivresse rejoint Nietzsche. Alors oui, alors c'est ça aussi qui est très, très curieux, c'est que il y a deux choses, il y a Dionysos et il y a Silène. Ils se confondent parfois,
parce que Silène est devenu petit à petit le précepteur de Dionysos. Donc il lui a appris certaines choses, mais il ne lui a pas appris à fabriquer le vin. Or, Silène lui-même est ivre, c'est-à-dire que c'est Dionysos qui l'enivre. Mais Dionysos aujourd'hui est perçu comme le dieu du vin. Mais en fait, il y a deux Dionysos, quand on y réfléchit bien, dans la Grèce archaïque qui remonte bien avant elle d'ailleurs. Il y a une forme de dieu qui est Dionysos, qui est l'énergie primitive, qui est la force tout simplement des choses, la surabondance, l'excès, etc., qu'il représente à travers tous les, comme on dit, les sucs vitaux, le lait, le sang, le sperme, etc., la sève. Et il y a ensuite un Dionysos qui se détache un petit peu de celui-ci, qui prend forme à travers des récits mythologiques, avec par exemple la naissance d'abord dans le ventre de sa mère Sémélé qui finit foudroyée par Zeus, puis ensuite dans la cuisse de Zeus qui le fait naître, etc. Et celui-ci devient le dieu du vin parce qu'il invente le vin. Et donc c'est à sa suite. En pressant une grappe contre son ventre, c'est ça? Contre son ventre, c'est possible, ou simplement dans sa main, ou aussi des grappes qui étaient dans la grotte où il était. Mais juste une chose aussi, pardon, c'est que vous avez après les satyres. Alors les satyres, ce sont également, comme Dionysos au départ, des génies, mais ne sont pas des dieux, enfin ce sont des dieux, mais des dieux moins importants que Dionysos, des génies qui sont aussi à l'origine des représentations de l'ivresse de la vie, de l'ivresse surabondante, etc. Peu à peu, ils se font enrôler par Dionysos, mais ces satyres-là, ils auraient très bien pu être enrôlés par Artémis, qui elle est la déesse, mais donc c'est une femme bien entendu, c'est la déesse de la nature sauvage. Les satyres auraient très bien pu suivre Artémis. Ça ne s'est pas passé ainsi, mais voilà, c'est très curieux. Mais en vous lisant, on fait ce voyage parmi la mythologie grecque, et ces dieux, je me disais que c'était par ce polythéisme, c'était le meilleur moyen, vous savez que c'est Radio Libertaire, Radio sans Dieu ni maître, c'était le meilleur moyen d'être athée. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde cette histoire, on s'aperçoit que c'est une composition d'une mythologie, et aussi du langage. Oui. Et c'est une immense, entre guillemets, une immense orgie. C'est-à-dire que les hommes copulent avec les bêtes avec les femmes se transforment, il y a une transformation perpétuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rapport vertical, même s'il y a Zeus, on n'est pas dans un rapport vertical. Pas du tout, parce que dans le paganisme qui est très varié, et ensuite, et notamment dans le paganisme grec, au fond, il n'y a pas du tout de rapport d'autorité de la part des dieux. C'est-à-dire que les dieux ne sont pas des pères, justement. La religion, enfin en tout cas la mystique et la spiritualité grecque ne suppose pas du tout un rapport enfant-parent. C'est quelque chose d'adulte tout de suite. Les Grecs sont des adultes, ils n'ont pas besoin d'un père qui est aux cieux. Et le rapport avec les dieux est un rapport de confiance et d'expérience. C'est-à-dire qu'on regarde les choses et on en déduit qu'il y a des dieux. Tout simplement, l'homme est debout. C'est le seul être vivant qui se met debout. Quand on est debout, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le ciel. Et quand on regarde le ciel, on voit les astres. Donc on interprète cela comme étant des dieux. Mais ce ne sont pas des dieux qui nous demandent de faire des choses et qui nous imposent une morale ou quoi que ce soit. Non, c'est ainsi, c'est comme ça. C'est ce que c'est. Et les dieux, et donc à travers eux, le sacré, parce que c'est plus important presque le sacré que les dieux, à mon avis, parce que les dieux sont presque une émanation du sacré. Le sacré, c'est tout simplement ce qui est dansant, ce qui est une force. Et ce qui donc n'a pas du tout besoin d'un dogme. C'est l'énergie. C'est l'énergie, bien sûr. Et c'est pas du tout... Donc c'est le panthéisme. Alors c'est pas tout à fait le panthéisme, parce que le panthéisme, ça supposerait on est justement des dieux à travers telle ou telle chose. Or là, tout est Dieu. Alors bien sûr, panthéisme, ça peut vouloir dire cela, mais c'est un petit peu différent, c'est plus subtil que ça. On va écouter un brin de musique. Oui, je vous en prie. Si vous voulez intervenir, non, ça vous dit rien. Et puis on va revenir à des choses très très précises. Vous allez voir.
Jean Silène, étude sur la figure du satyre. Silène, compagnon de Dionysos, avant de revenir au vif du sujet, toute cette mythologie est sans morale. La mythologie grecque, puisque en fin de compte, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. En fait, le bien, c'est ce qui est beau. Et c'est ce qui est juste. Et donc, ça ne correspond pas du tout à la morale telle que nous l'entendons aujourd'hui, ou enfin, telle que nous l'entendons depuis d'ailleurs très longtemps maintenant, depuis par exemple toutes les religions monothéistes, où il y a juste ces notions de bien, de mal, qui font encore une fois que cette pensée-là, cette pensée morale, elle vient d'en haut. C'est quelque chose qu'on nous impose. Or, la morale grecque est très différente puisque cela vient de l'homme lui-même, qui regarde ce qui se passe dans la nature et qui observe ce... Mais c'est pas bien ou mal dans le sens, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut se conformer à ce qui... Il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est là que je voulais en arriver. La démocratie grecque, c'est 5 siècles avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça, sous Périclès. C'est Platon. Non, Platon, c'est un siècle après. Un siècle après. Avant, il y a eu les présocratiques. Oui. Qui étaient bien plus proches d'un monde turbulent. C'est-à-dire que c'était des cités-États qui faisaient la guerre. Donc là, c'était très différent. C'est-à-dire qu'il y avait des alliances entre les cités. Au niveau de la morale. Au niveau de la morale, mais c'était ça, en fait. C'était ce dont on parlait juste à l'instant. Voilà. C'est-à-dire que... C'était ça que j'ai reproché à votre livre, c'est qu'on n'arrive pas, alors, puisque vous avez choisi d'être un mythographe, et non pas un historien, alors on n'arrive pas à très bien situer au niveau historique. C'est-à-dire que, c'est en fin de compte, si on vous lit, ces histoires-là passent de bouche à oreille. Oui. Des bouches à oreille. Donc ils vont traverser l'agora. Oui, bien sûr. Mais quel agora? Celui des présocratiques ou celui déjà de la démocratie grecque? Ça passe, il y a une forme de continuité. C'est d'abord à travers les grands poèmes épiques, ensuite les grands récits qui se forment, dont on a d'ailleurs perdu beaucoup d'éléments, puisque ce qu'on a là aujourd'hui, ce qu'on peut lire, ce sont des redites et des livres qui ont été écrits après ces sources-là, qu'on a perdu. Et ça rejaillit ensuite dans la tragédie grecque, et ensuite vous avez tout un foisonnement de la littérature grecque au 1er, au 2e siècle de notre ère. Donc c'est un imaginaire qui est construit, comme en Bretagne a été construit, la légende du roi Arthur, etc. Ça plonge dans des... C'est une source immémorielle, ça c'est sûr. On ne peut pas trouver du tout... L'origine est introuvable. C'est absolument impossible. Parce qu'encore une fois, je pense même que d'ailleurs c'était oral, de toute façon, nécessairement. C'est du bouche à oreille. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que tout se transforme. Oui. Mais oui, bien sûr, parce que ça se transforme en fonction... Oui, vous avez raison de dire que comme ce n'est pas une œuvre d'historien, ça ne se voit pas, mais ça se transforme effectivement en fonction des attentes d'un certain public. D'un autre côté, tout ce qui a trait au dionysiaque échappe quand même à être à quelque chose de figé. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas faire en sorte de faire des traités sur Dionysos et sur les satyres, parce que ça nous échappe justement. C'est ce qui est de l'ordre du non fixable. Alors moi je suis venu avec des preuves à l'appui, je sais que nous avons une jeune femme bien sous tout rapport avec nous, je ne veux pas la choquer, mais j'ai des preuves là, des photos là, au niveau de la morphologie, du thème du satyre, c'est-à-dire le priape. Les contradictions sont énormes. Oui. Alors, attendez, vous avez photographié, vous, un Silène, c'est ça? Photographié beaucoup, il y en a qui beaucoup. accompagne votre livre, là. Alors, celui qui accompagne mon livre, c'est un Silène ivre. Donc, c'est une copie romaine d'époque impériale du 2e siècle, qui est au Louvre. C'est quoi la différence entre cette mythologie romaine et cette mythologie grecque? Par rapport non, aucune, parce que les Romains reprennent strictement les éléments grecs, pour les satyres en tout cas. Ils les appellent les faunes. Moins plus chez les Romains. Oh, ça dépend, oui, ils sont plus doux, en fait, oui, on va dire, ils jouent du pipeau, un peu, c'est dans la montagne. Ils sont moins cavaliers avec les jeunes nymphes, par exemple. Mais c'est la même chose, en fait. Donc, Faunus, satyre, Silène, ils sont confondus chez Virgile, par exemple. Ça, c'est... oui. Donc, il n'y a pas une grande différence. Vous nous montrez, alors, je ne sais pas si c'est votre morale ou votre choix d'être, j'en sais rien, Frédéric Tison, un Silène un peu pépère,
Il est bien replet, l'autre. Il est bien replet. Il est bien replet. Il m'a semblé être c'est le plus représentatif à mon avis, parce que c'est celui qui est le plus représenté déjà. Hein. Vous l'avez, Charline? Il est bien, non? Il est très, très... Ça représente en fait un homme sans âge en fait, hein, avec un sarment dans une main et une coupe dans l'autre, et son visage et ses yeux sont un peu révulsés, il est ivre, hein, ouais. Mais il se tient tout de même debout, et il a ce déhanchement dont on parle pour parler de certaines statues, qui est le déhanchement polyclétéen, d'après Polyclète, hein, donc c'est une posture qui est, voilà. Là elle est un petit peu avinée, on va dire, donc c'est une forme d'un peu d'humour sans doute de la part du sculpteur, mais on retrouve, donc ça c'est une figuration qui est assez fréquente, on le retrouve tout de même parfois sous la forme d'un bel homme d'âge mûr, notamment quand il porte Dionysos enfant, dans la même salle du Louvre, on le voit très différemment, c'est pourtant Silène, on a l'impression que c'est Hercule portant un enfant, pas du tout, c'est Silène portant Dionysos. On le retrouve également sous la forme d'un jeune homme, jeune satyre. Et ce qu'il faut remarquer aussi dans la statue dont je vous parlais, la statue du Louvre, la première, c'est qu'il n'est plus pourvu de pattes de bouc. Il a des pieds humains. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, puisque c'est là qu'on le voit qu'il est devenu Silène, avec un S majuscule, et non plus un simple satyre parmi les autres. Frédéric Tison. Oui. J'ai des preuves objectives. Dites-moi. J'ai trouvé, alors celui-là il vient de Pompéi, le priape de Pompéi. Oui. Alors, il est muni d'un sexe énorme. Oui. Oui, tellement énorme qu'il sert de contrebalancier à une balance. Oui. Où il y a au moins 3 kilos de fruits et légumes à l'intérieur. Et bon, c'est le mythe de la fertilisation ou pas? Ah oui, bien sûr. Hein? Oui, tout à fait. Oui. Mais par contre, chez les satyres, ils sont aussi toujours en érection comme ça, avec pas forcément des sexes aussi énormes que celui de Priape, mais ils sont effectivement toujours dans cette exubérance sexuelle. Mais c'est pas seulement pour montrer la simple sexualité, c'est tout simplement l'exubérance de la vie. C'est une façon, c'est la seule façon pour représenter un corps justement qui est en pleine vigueur. Donc, alors en plus, ce qui est intéressant, c'est comme les satyres sont ivres, mais qu'ils sont toujours en train de, enfin ils sont tous en érection, ça montre que le vin n'a même pas, se redouble l'intensité de leur vigueur et de leur énergie. Mais ça c'est une permanence, parce que je pense qu'à un moment donné, au début de votre livre, oui, Talou a fait un Silène. Oui, il est au Jardin du Luxembourg, c'est un triomphe de Silène qui est au Jardin des Plantes, pardon, beau lapsus, à 2 pas d'ici au Père-Lachaise, il y a 2 tombes, une tombe qui est célèbre et une autre qui est un peu moins célèbre, c'est celle de Victor Noir. Alors, je ne vois vois pas Victor Noir, vous voyez Victor Noir? Non, Victor Noir, jeune journaliste qui fait un papier contre quelqu'un de la famille de Bonaparte. Il y a un duel qui est organisé, et puis il va être tué, mais il tombe en état d'érection. Il tombe en état d'érection, et Dalou, magnifique sculpteur, extraordinaire sculpteur, lui a fait au Père-Lachaise un magnifique gisant. Magnifique gisant. Bon, et tous les points érotiques sont érodés, c'est-à-dire le chapeau est érodé, la braguette est érodée, le sexe est érodé. Bon. Et alors, on sait que maintenant que notre Victor Noir était un petit gros, pas du tout romantique, mais c'est pas grave. Non. Mais ça, c'est la première des choses. On revient à ces thèmes-là. Et à quelques mètres, on le sait beaucoup moins, il y a la tombe de Blanqui. C'était la tombe de Blanqui, qui est un vieil homme, qui est toujours par Dalou, et on voit aussi que le vieil homme est légèrement en état d'érection. Oui. C'est-à-dire qu'on revient au thème de ce qu'on appelle la palagénésie, c'est-à-dire le retour à la vie, le retour au printemps. C'est ça, bien sûr. Récurrent. Oui, vous avez sur une statue aux morts aussi, le soldat qui est visiblement sous son pantalon en état d'érection. Ça plonge dans des images tout à fait archaïques, ça, hein. Mais encore une fois, ce n'est pas simplement pour montrer la sexualité, c'est vraiment tout simplement la vitalité. C'est la vitalité. C'est le retour à la vie, voilà. C'est le report, oui. Et par exemple, les Hermès étaient des sortes de statues qui faisaient des bornes dans les villages en Grèce. Ils étaient tous munis d'un phallus en érection.
Ceux d'ailleurs qu'un jour ont mutilé les compagnons d'Alcibiade. Ça a fait scandale à l'époque parce qu'une nuit d'ivresse, ils avaient coupé tous les sexes en érection en Et pierre. ça c'est contemporain de Platon, Alcibiade. Ça c'est contemporain de Socrate, oui, de Platon. Est-ce que c'est pas un retour à la morale? Non, c'était parce qu'ils étaient complètement ivres. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Oui, il y avait peut-être, oui, une façon c'était une provocation, bien sûr. Oui. Et vous savez que Villa Borghese à Rome, je ne sais pas combien il peut y avoir de statues, par une folle nuit d'ivresse, d'aucuns ont coupé les nez de chacune des statues. Ouais. C'est tous des mythes qui reviennent bien comme sûr. ça. À défaut de pouvoir mettre une feuille de vigne dessus, si on ne peut pas le faire, parce que ce sera donc mutile la statue. Mais vous faites allusion à la table d'émeraude dans votre livre aussi. Oui. On dit qu'elle se situe à quelle époque la table d'émeraude? La table d'émeraude, c'est un texte qui est très ancien mais qui a été remanié mille et une fois. Ça fait partie de toute la tradition hermétique qui naît autour des milieux mystico-gnostiques, etc. au 1er et au 2e siècle. Il y a ni haut ni bas, il y a ni haut ni bas. Et c'est donc donc on met ça sous la signature d'un personnage quasi mythique, Hermès, mais c'est pas Hermès Mercure, c'est Hermès Trismégiste 3 fois grand, et on lui attribue des œuvres, notamment donc la table d'émeraude, qui est un texte à clé, que ne peuvent comprendre que les grands initiés ou les initiés, donc un texte aussi qui servira de modèle au texte qu'écrira ou que fera écrire sous sa plume Nicolas Flamel, par exemple. Alors il ne faut pas mélanger occultisme, ésotérisme et alchimie, mais c'est un peu compliqué. Et qui inspirera plutôt André Breton avec son le haut et le bas, le point où il n'y aura plus de contradiction. Ah mais bien sûr, de toute façon, dans le second manifeste du surréalisme, ils sont cités beaucoup d'initiés par André Breton. C'est-à-dire, il connaît très bien les textes hermétiques et ésotériques, André Breton, ça se voit. Il les connaît bien, sûr. Il les a bien lus et il s'en est nourri. Mais de toute façon, c'est parce qu'il pour lui, il les voit comme des textes qui sont propres à l'imaginaire et qui sont propres à engendrer l'imagination. Donc, Frédéric Tison, avant que je vous fasse un procès en obscurantisme, j'ai trouvé aussi là-bas un priape grec et un priape pompéien. Oui. Tenez ma modèle, parce qu'il faut bien faire une faute de culture, c'est très intéressant. On écoute un peu de musique, monsieur. Merci. Ils sont magnifiques, non? Toujours avec au 01 43 111 89 40, toujours avec Luigi Nono, toujours avec Selon Silène, édition de l'Harmattan, Frédéric Tison, étude sur la figure du satyre Silène, compagnon de Dionysos. Mademoiselle. Pour revenir sur le bien et le mal, je pense qu'il y a quand même la notion du bris, d'excès qui est condamné et qui pourrait être une forme de mal en Grèce antique, que ce ne serait pas totalement dénué de notion de bien ou de mal, mais qui est quand même... Alors, l'hubris, donc on le rappelle, c'est la démesure selon les Grecs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire quelque chose qui est au-dessus de notre condition de mortel. Mais cela, c'est pas une morale telle que le bien et le mal, à mon avis. C'est-à-dire c'est plutôt, on ne doit pas dépasser ce pourquoi nous sommes faits. C'est-à-dire que nous n'avons pas à devenir comme des dieux. Tous les humains qui ont tenté de se placer à la hauteur des dieux sont punis par les dieux, mais non pas parce que c'est mal, mais parce qu'en fait nous ne sommes pas des dieux. Donc nous ne pouvons pas la loi de la nature. La loi de la nature. Oui, c'est ça. On ne peut pas outrepasser la loi de la nature. On ne peut pas voler. On ne peut pas... pourquoi Icare est puni? Parce qu'il veut être un oiseau. Or, nous ne sommes pas des oiseaux, hélas. Nous n'avons pas d'ailes plutôt, hélas. Parce qu'être un oiseau, c'est peut-être beaucoup plus difficile encore. Mais nous n'avons pas d'ailes. Donc ça, nous sommes punis pour cela. Enfin, Icare et tous les autres personnages qui se trouvent dans le Tartare, condamnés par exemple Sisyphe, etc., ou Ixion. Oui, mais on peut s'accoupler avec des espèces différentes. Pardon. Il y a les bêtes et les femmes, ça existe en la mythologie. Oui, mais c'est quand même assez rare, c'est-à-dire que ça aboutit à des monstres, comme le Minotaure par exemple. Et puis en général, c'est moins l'être humain qui le souhaite que le dieu. Donc comme le dieu fait de toute façon ce qu'il souhaite, mais c'est rarement un mortel qui souhaite s'unir à une divinité. Ou alors s'il le souhaite, s'il veut s'égaler au dieu, il est puni justement.
C'est dans ce sens-là, à mon avis, c'est pas une morale telle que la nôtre, vous voyez, enfin, c'est sûr. mais effectivement, ça ne veut pas dire que tout se vaut et qu'il n'y a pas du tout de morale dans le sens, c'est-à-dire aucune morale du tout, bien au contraire. Ce sont des gens qui ont le sens aussi de ce qui est beau et juste et droit, etc. Parce que ne serait-ce que le devoir d'un citoyen de participer aux assemblées. Il y a aussi d'ailleurs comme dans toute culture, il y a aussi des rôles qui sont impartis aux hommes et aux femmes. On ne peut pas tout faire non plus. Hein, même dans la sexualité, tout n'est pas permis. Il y a des choses qui sont... Mais c'est ainsi. Hein, voilà. Mais ça ne se pose pas en termes de péché, par exemple. Parce que même aujourd'hui, je crois que c'est ça l'élémentaire, il n'y a pas de péché. Mais non, pas du tout. Mais non, pas du tout, oui. Et de toute façon, au fond, l'homme est puni par lui-même quand il commet quelque chose qu'il ne devrait pas faire. C'est-à-dire que ce n'est pas la société qui va forcément le juger, mais ce sont les dieux, c'est-à-dire, au fond, comme les dieux sont une émanation de nous-mêmes aussi, parce que tout est sacré, nous-mêmes nous sommes des dieux en quelque sorte, il y a quelque chose comme ça. Nous sommes des dieux. Donc comme tout est plein de dieux... Liberté à 89. Mais c'est-à-dire que comme tout est plein de Dieu, c'était Thalès qui disait ça, tout est plein de Dieu. Mais quand on dit tout est plein de Dieu, ça veut dire que le monde entier est une sorte de divinité, et que ça n'a absolument rien à voir avec une transcendance telle que nous la concevons. Et c'était Héraclite qui renchérissait, qui disait, en parlant des latrines et des cuisines, là aussi, il y a des dieux. C'est-à-dire que ça montre bien qu'il ne s'agit pas du tout de hiérarchie comme cela, comme tel que nous l'entendons. La grosse bêtise, le gros cliché, c'est dire c'est anti-judéo-chrétien. Anti, non, c'est autre chose. Voilà. C'est pas anti. C'est-à-dire que, parce que le christianisme s'est nourri quand même aussi de la pensée grecque, mais vous dites que Jésus était un Silène. Alors, ça c'est très différent, pas très différent, mais ça c'est Erasme qui le dit. Hein. Erasme que j'admire beaucoup, c'est un personnage que je placerai d'ailleurs au Panthéon. Voilà. C'est un homme que je trouve, on l'oublie souvent malheureusement, mais Erasme, c'est un homme vraiment d'une très très haute qualité, enfin intelligence. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Oui, donc selon Erasme, le Christ est un silène, parce qu'il évoque là les petites boîtes qu'on appelait silènes aussi à l'époque. Les petites boîtes qu'on appelait silènes, c'était donc des boîtes qu'on fabriquait dans les ateliers, qui fermaient et représentaient un personnage grotesque. Par exemple, un personnage en érection ou avec des joues gonflées, déformées par la flûte, parce que quand on joue de la flûte, on a le visage déformé, on a les grosses joues, etc. Donc on est très laid, soi-disant. Hein. Et quand on les ouvrait, il y avait une magnifique figurine de Dieu à l'intérieur. Et pour Erasme, c'est la même chose, c'est-à-dire que le Christ, en apparence, était un homme comme un autre, enfin, sauf que à l'intérieur de lui, selon la doctrine chrétienne, c'était le Fils de Dieu, donc la merveille des merveilles. Donc c'est en cela qu'il le compare à un silène. Voilà. Parce que c'était aussi, ça vient directement du banquet de Platon, ou du Phèdre, pardon, je ne sais plus, pardonnez-moi. En tout cas, un dialogue de Platon où il est dit que Alcibiade considérait Socrate, son maître, comme un silène. Socrate très laid à l'extérieur et qui contient bien sûr la plus grande sagesse. C'est le banquet, voilà, qui contient la plus grande sagesse à l'intérieur. Merci. Heureusement qu'elle est là. Heureusement, bien sûr. Ce qui est très notable dans votre livre, c'est qu'il y a un déplacement géographique, c'est-à-dire que ça n'appartient pas seulement à la Grèce, on trouve traces les Perses et les Indiens, les Perses et les Indiens, puis on se déplace. Oui, mais ça correspond au voyage de Dionysos. C'est-à-dire que Dionysos, c'est quelqu'un qui vient d'Asie, et qui fait éruption en Grèce, mais qui ensuite retourne pour asseoir son pouvoir jusqu'en Inde. Mais cela, moi je n'ai pas inventé du tout, bien entendu. Hein. Paraît-il que ce serait une forme de version tardive pour faire correspondre le déplacement et le voyage de Dionysos avec celui d'Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand, c'est donc en 320 etc., environ avant Jésus-Christ, son voyage. Et la geste, c'est-à-dire la suite d'exploits de Dionysos se calquerait sur celle d'Alexandre le Grand pour montrer que son pouvoir est irrésistible et qu'il arrive à créer un très grand empire. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on voit avec Dionysos, qu'accompagne Silène d'ailleurs, on voyage beaucoup, on va jusqu'en Inde. Très beau passage de Lucien
Samozap est très drôle. Oui. Quand les deux parties se sont rapprochées et mis en présence, les Indiens placent les éléphants sur leur front de bandière et les appuis de la phalange. Bacchus, de son côté, se place au centre de ses troupes, tandis que Silène commande l'aile droite et pond l'aile gauche. Les satyres remplissent les fonctions de locage et de tarsiaque. Vous expliquerez après cela. C'était juste des façons de parler des rangs, des factions qu'il y avait à l'intérieur de l'armée. Le cri de guerre général est évoqué, c'est-à-dire en avant, courage mon fils. Courage mon fils. Tout à coup, le tambour résonne, les cymbales font entendre un bruit guerrier, un des satyres pendant une corne sonne le nom Ortien, l'arme de Silène se met à brère d'un ton martial, les ménades saintes de serpents bondissent en hurlant et mettent à nu le fer de l'Ortius. Les Indiens et leurs éléphants ploient bientôt et prennent la fuite en désordre sans oser s'avancer à la portée du trait. Enfin, ils sont complètement vaincus et emmenés prisonniers par ceux-mêmes dont ils se moquaient. Tout à l'heure, apprenant par cette issue qu'il ne faut jamais mépriser sur le bruit de la renommée des troupes que l'on ne connaît pas. C'est absolument super. Oui, c'est magnifique. Voilà. Et c'est un livre d'aventure. Oui. Ah bah, de toute façon, Lucien, c'est très beau pour cela. Parce que vous retrouvez. C'est des premiers écrivains d'aventure, bien sûr. Oui. Bon, avant qu'on retourne un tout petit peu à Luigi Nono, quelle imposture, monsieur Frédéric Tizan, de faire un livre sur les Silènes et les satyres sans un mot. Sur Rémy de Gourmont. Ah bah alors là, vous me prenez de court. Bon, musique, on y va. Ça vous inspire rien? Écoutez, non. C'est le plus grand livre du 19e siècle qui a été écrit sur les satyres. Ah bah vous m'apprenez quelque chose. Ah bah bravo. Vous savez quand même qui est Rémy de Gourmont? Bien sûr, bien sûr. On expliquera. Avec grand plaisir, mais... Il est quand même sur Radio Libertaire. Hein. Bien sûr, et au contraire, je suis là pour apprendre des choses de vous. Bien sûr. Et un livre, c'est fait pour dialoguer. Mais bien sûr, on est là pour dialoguer. C'est écrit les beaux, voilà. Toujours. « 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dionymètre, Urbi, comme Orbis, sans publicité ni sponsor. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Hamelon, dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi à partir de 14 h. Rémy Gourmont, monsieur. Alors, ah ben je vous écoute. Il faut dire qui c'est quand même dans Rémy Gourmont, voilà. Fin 19e, oui. Fin 19e, copain de Huysmans, on peut le dire ça. Le latin mystique est un de ses grands livres. Hein, pour la petite histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on sait qu'il souffrait d'un lupus tuberculeux, vous saviez ça là? Oui.
avec alors la légende, je sais pas, c'est la légende toujours, il aurait été dans un bistrot, ça aurait été ça aurait été le bistrot du Flore, et comme il n'était pas très présentable, ses copains, les serveurs, ont refusé de le servir. Et donc ils ont échangé de bistrot, ils ont été aux Deux Magots à côté. Voilà. C'est une belle, si c'est vrai, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire un peu triste, mais belle. Horrible histoire. Et donc il a écrit ce livre. Alors, là j'ai toutes les éditions qui ont été faites, Lettres d'un satyre. D'accord, mais j'ignore Lettres d'un satyre, c'est un très beau livre. Oui. Très beau livre, et puisque vous en parlez dans votre livre, là, effectivement, c'est Tityre. Oui. C'est Tityre. Tityre qui apparaît dans Virgile. Dans Virgile. Voilà, dans les Glocks Silènes. Voilà, on reprend. Eh bien d'accord, mais écoutez, je vais me plonger là avec grand intérêt. Vous allez lire ça le plus rapidement possible, c'est trouvable, c'est réédité. Mais oui, bien sûr, mais vous pensez bien que pour selon Silène 2, il en sera question. Il faut absolument reprendre ça. En tant que mythographe, alors toujours pareil, le mythographe et l'historien, on n'arrive pas à voir à peu près où se situent les époques par rapport aux matières, par exemple. Là, il y a un chapitre sur la flûte, et il y a deux instruments. Oui. La flûte et la lyre. La flûte et la lyre. On n'arrive pas à situer historiquement. Parce que ce n'est pas historique en fait. Ça remonte encore une fois à des sources tellement anciennes qu'on a du mal à distinguer quoi que ce soit. Comment dire, le premier instrument, il est quasi assuré que c'était la flûte. Parce que de toute façon, c'est beaucoup plus facile de souffler dans un os ou dans un roseau et de le percer de quelques trous, pour y souffler ensuite, que d'élaborer une lyre qui suppose donc encore un travail beaucoup plus long sur l'instrument. Parce que une lyre, la première lyre, c'est une coquille de tortue sur laquelle on fixe des boyaux d'animaux. Alors la flûte, et puis d'ailleurs la flûte, c'est aussi l'imitation du roseau dans lequel souffle le vent, tout simplement, celui qui révélera les secrets de Midas. Donc le premier instrument, il est quasi assuré que c'était d'abord une flûte. On le voit aussi au musée d'archéologie à Saint-Germain-en-Laye, les instruments très anciens, on voit bien que ce sont des os percés de trous. Donc, que la flûte ait précédé la lyre, ça c'est certain, mais qu'on puisse savoir à quelle époque est née la flûte, la lyre, pardon, alors cela... Alors tout cela échappe à l'histoire, en fin de compte. Oui, parce que ça plonge dans la préhistoire, c'est sûr. Il y avait des instruments chez les gens de la préhistoire. Oui, mais je veux dire, tout ce monde que vous décrivez échappe à l'histoire. Il est entièrement dans le mythe, c'est-à-dire dans le langage. Dans le langage, dans l'oralité, voilà. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a du mal à distinguer entre Silène et Satyre, comme je l'explique un petit peu. C'est-à-dire que les satyres, c'était d'abord des dieux boucs du Péloponnèse, et que les Silènes sont eux d'Anatolie, et que ils sont plus asiatiques en quelque sorte que les satyres. Mais en fait, on dit ça, alors je le présente parce que c'est ce que j'ai lu aussi dans tous les ouvrages que j'ai consultés, j'essaie d'en faire une synthèse là, mais pour le dire avec certitude, c'est impossible, puisque même dans les textes les plus anciens dont nous disposons, par exemple chez Ovide, ou chez Hésiode ou chez Homère, ils ne savent pas eux-mêmes le dire, et ils arrivent comme ça, les satyres, petit à petit. Moi, à un moment donné, je le dis comme ça dans le livre, ils surgissent dans la mythologie comme lentement, petit à petit. Tout d'un coup, surgit un satyre ou un Silène. Mais d'où sortent-ils? On ne le sait pas. C'est leur première mention, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Quand tout ça? Oh, ça ne disparaît pas vraiment, en fait, puisqu'on le retrouve chez Ovide, et puis chez Pausanias, et encore chez Nonos de Panopolis, que j'aime beaucoup, puisqu'il lui, c'est un auteur très tardif, il est quand même du 5e siècle de notre ère, et donc c'est... Puis bon, ensuite on retrouve quand même beaucoup de... J'aurais peut-être dû insister là-dessus. Pourquoi retrouve-t-on la représentation de satyre au XVIe et au XVIIe siècle, par exemple chez Rubens? Alors j'aurais du mal à répondre, mais je pense que c'est aussi le retour à l'antique, bien sûr, qui date de la Renaissance, mais c'est peut-être le fait qu'on retrouve le sentiment d'un certain sacré, et puis le fait qu'on ait envie de représenter des forces vives, et puis bon, chez Rubens, c'est toujours ce retour au corps, comme ça, cette volonté de peindre le corps. Le corps aussi a envie de rêver, pas simplement la pensée. Et donc comme Rubens est un peintre très matériel, il retrouve, et chez Jordaens aussi qui peint beaucoup de satire.
Mais ça ne s'est pas vraiment perdu, puisque, encore une fois, alors, on a quand même l'éclipse, bien sûr, du début du Moyen-Âge, qui là n'est pas un temps très lettré, c'est même un euphémisme que de le dire, mais ensuite, bon, vous avez la fin du Moyen-Âge, enfin le haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge classique, où là, le personnage du satyre est plutôt représenté comme un démon, c'est-à-dire que ce sont les démons qui le remplacent un peu, ça devient des démons méchants, issus de Satan, ce qui n'a absolument rien à voir du tout, puisque, encore une fois, bon, ils ne sont pas spécialement malfaisants, les satyres, pas du tout. Ils peuvent l'être, mais ils ne le sont pas nécessairement. Et donc on les retrouve après à la Renaissance, quand on a un retour à l'antique justement. Voilà. Mais jusqu'à nos jours, bon, on ne peut pas dire qu'on en parle beaucoup, mais pour comme c'est le premier livre que j'ai écrit, ça va revenir, parce que je lance les modes et que voilà, mais c'est quand même le premier livre, je le dis, consacré exclusivement à Silène. Hein, vous avez commis aussi le Dieu des portes, Aphélie, c'est ça, vous avez écrit le Dieu des portes, c'est vous ça? Bien sûr que c'est vous, d'accord. Aphélie, suivi de Noc, bien sûr, elle est venue ici en parler. Oui, avec Odile Cohen-Abbas et Christophe Dauphin. Elle était partie faire de la planche à voile au Cap-Blague, et alors que M. Tison m'a téléphoné, il est toujours en chambre de dégrisement. Il a rencontré trop de Dionysos et de Silène. C'était très mauvais, M. Dauphin, bien sûr. Mais c'est pas pour rien, parce que ceux qui liront mes livres verront que le personnage de Silène apparaît de façon parfois plus visible ou moins visible dans chacun de mes livres. Par exemple, dans Les Elbaches, j'avais consacré un petit texte sur la lutte entre les violons et Silène, donc entre la lyre et la flûte. Et puis dans Le Dieu des portes, je consacre un poème en prose exclusivement à Silène. Mais Silène en tant que personnage d'aujourd'hui, c'est-à-dire aussi, il faut bien le dire, dans la misère de nos rues parfois, l'ivrogne que l'on croise comme ça, qui est abandonné de tous, qui boit, et qui nous regarde parfois avec un regard d'un homme sage, et qui nous appelle, qui nous dit quelque chose de ce que nous sommes, qui s'est fait complètement envahir par le vin, qui s'est fait anéantir par lui, et qui, voilà, et c'est quelque chose de tout à fait contemporain, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'attirance de l'homme pour le vin, pour l'ivresse, pour l'exubérance, pour aussi tout ce que ça signifie de refouler en nous, c'est tout à fait, ça ne se perd pas. Ô mendiant, clochard et rue, effondré au centre de ta crasse ou apostrophant le passant de ta bouche grasse avec le gobelet sale pour les quelques centimes, le carton en orthographe fautive et la bouteille de mauvais vin rouge, tu es plein du dieu de la nuit qui t'a vaincu. Tu es plein de Silène sans le savoir, tu recommences sa marche voûtée titubante aliénée. Aux jeunes gens ivres des fêtes débraillées, éreintés de fausses musiques, au rythme de cœur et de marteau, vous êtes gros de Silène. Ô vous, hommes gris sans histoire, femmes discrètes, gens monotones, en apparence qui attendaient le soir et l'oubli dans le verre d'alcool, où Silène veille et vous attend, vous rencontrez le dieu de la nuit au fond de la coupe. Oui, oui. C'est ce que... Oui, tout à fait. Non, mais c'est très humain. Ces dieux sont très humains. Bien sûr, ils parlent de nous, mais ils se sont de toute façon nos émanations. Je pense que j'ai tout à l'heure, on peut être matérialiste et athée, et pas pouvoir adhérer à cette mythologie. Oui, parce que enfin, c'est même pas adhérer, c'est regarder que ce sont des sortes de... C'est un théâtre aussi. C'est un théâtre, c'est une projection de nous, ce sont aussi nos miroirs. Au niveau de la datation, il y a quand même une chose, c'est ça qui m'a intéressé de la datation. Oui. À l'instant où le théâtre antique, on va faire sortir du cœur le Corot. Oui. Ça, c'est une date. Oui. Alors, je ne pourrais pas vous la dire exactement. C'est quoi? C'est une date, c'est sous Échille, exactement. Enfin, alors, quelle date précisément on la connaît, mais je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, c'est Échille qui fait sortir, justement, comme ça, un personnage. Et d'ailleurs, il a pu arriver que ce soit Silène lui-même, d'ailleurs. Donc, on voit d'où l'intérêt de parler aussi de ce personnage. Donc, oui, mais alors, par contre, ce qui est tout à fait... moi, qui m'a surpris, c'est que chez les tragiques, que ce soit Échille, Sophocle ou Euripide, les satyres ne sont pas des personnages très intéressants au fond. C'est-à-dire que pourtant ça devrait l'être, puisque s'il y a bien quelque chose de dionysiaque, qui a un rapport avec Dionysos, c'est bien le théâtre antique. Mais les satyres en fait bondissent dans l'orchestre, ils s'amusent, et quand... alors ils s'amusent, ils sautent, etc. Bon. Mais quand ils interviennent en tant que meute ou en tant que personnage isolé tel que Silène, eh bien c'est pour se comporter de façon un peu ridicule. Par exemple dans le Cyclope d'Euripide, tout ce que
il y a une scène avec Silène, mais tout ce qu'on trouve à lui faire faire, c'est qu'il appelle ses compagnons au secours parce qu'il va être violé par le Cyclope. Bon, des choses comme ça. C'est pas drôle. C'est drôle, mais je veux dire que voilà, mais ce sont toute la complexité du personnage de Silène n'apparaît pas du tout. Si on veut bien saisir, vous le dites vous-même, votre livre quelque part, on peut lire La naissance de la tragédie de Frédéric Nietzsche. Oui. C'est quand même quelque chose de magnifique. C'est un livre complexe, que j'aime peut-être... c'est sans doute un peu court ce que j'en ai dit, c'est certain, mais c'est un texte très complexe. C'est tout le champ dionysien. Bien sûr. Oui. Je vais vous mettre au défi, monsieur Tison, on va écouter un peu de musique, et je vais vous laisser 3-4 minutes pour initier mademoiselle Charline Dossa à l'histoire du roi Midas, pas plus. D'accord. Hein, quelque chose de, voilà, le rapport Avec entre plaisir. Midas, vous allez nous faire un exercice de synthèse, vous allez voir ça, ça va être absolument magnifique. Très bien, je vais raconter ça. Eh bien, toujours avec Luigi Nono. Nono a toujours été un musicien politique. Ce qui est rare chez les musiciens où il y a toujours une neutralité, il y a toujours une prise de position politique chez Nono, très proche du Parti communiste. Ou peut-être même au Parti communiste lui-même. Le défi, monsieur. Oh, allez-y. Le roi Midas. Le roi Midas, moi j'aime beaucoup le roi Midas. Je commence d'ailleurs mon livre par dire que j'aimais les rois mous. J'aime les rois mous. C'est un roi mou, le roi Midas? Oui, c'est un roi mou, c'est un roi qui n'a pas... Enfin, il a du pouvoir certes, mais bon, finalement, il ne mène pas de guerre, il est roi comme ça, il se promène dans son jardin de roses, enfin, il est très bien. Et un jour, il a l'imprudence de se faire l'arbitre dans un concours lancé par Apollon, qui oppose le dieu Apollon à Marsyas. Et donc Marsyas joue de la flûte et Apollon de la lyre. Et il a l'imprudence de préférer Marsyas. Et donc, non seulement Apollon condamne à l'écorchement Marsyas, mais ensuite il punit Midas en le dotant d'oreilles d'âne. C'est pour cela qu'il a des oreilles d'âne, ce qui d'ailleurs du coup l'apparente soudainement au satyre. On peut le remarquer comme ça, c'est une petite allusion. Alors il n'a plus du tout les faveurs d'Apollon, Midas, et il se dit, tiens, peut-être que je vais trouver quelque chose du côté de Dionysos. Et il a appris que Silène, son compagnon donc, est en train de se promener du côté de son domaine. Et il a appris aussi que pour attraper le satyre, il faut l'enivrer à une fontaine. Ce qu'il fait faire, il fait verser du vin dans une fontaine. Silène s'approche de la fontaine, boit immodérément bien sûr, il s'endort et les gens du roi l'attrapent et le conduisent auprès de Midas. Et il espère, donc le roi espère que en le délivrant, en le rendant Zeus, il aura les faveurs du dieu auquel il aspire. Et alors pendant 10 jours, il lui fait donner toutes sortes de victuailles, toutes sortes de boissons, il fait donner des fêtes en l'honneur de Silène. Mais il est quand même un peu inquiet parce qu'il se dit, bon, Silène a peut-être quelque chose à me dire, parce qu'on sait que Silène est un être un peu extravagant, même totalement extravagant, mais on sait aussi que c'est un grand sage, parce qu'il a enseigné des vérités
profondes à Dionysos. Et Dionysos ne les a pas révélées, ces choses-là. Donc c'est Silène qui a gardé le secret. Donc il a des secrets divins. Et donc, au bout de 10 jours, Midas demande à Silène, quel est le plus grand bien pour l'homme? Alors je vais faire vite parce que ce serait quand même un peu trop long. Et pour résumer, donc Silène lui dit, le plus grand bien pour un homme, c'est de ne pas avoir été, c'est de n'être rien. Et comme tu es quelque chose, le plus grand bien maintenant, c'est de mourir le plus vite possible. Alors, vérité terrible, qu'on a dit être une sagesse grecque, populaire, bon, pourquoi pas. Je sais peut-être aussi tout simplement le sentiment humain de la douleur d'être, hein, de l'existence, ce qui ne signifie pas qu'il condamne la vie. Moi, je l'interprète autrement. Alors ça, on pourra me dire que c'est totalement faux de mon interprétation, parce que elle va d'ailleurs à l'encontre d'autres choses que j'ai lues par ailleurs, mais pour moi, ce n'est pas ça. Puisqu'encore une fois, Silène dit cela justement pour montrer qu'il est arrivé au fin fond du désespoir, mais que c'est au contraire là de montrer, qu'il s'agit là au contraire de montrer que c'est une exaltation de la vie. Puisque d'un côté on a le néant total, qui est encore plus noir que l'enfer chrétien, parce que dans l'enfer chrétien c'est la privation de Dieu. Là c'est même pas la privation de Dieu, c'est rien du tout. Et donc il lui dit cela, et quand il va rendre Silène à Dionysos, Midas lui demande une récompense, il ose lui demander une récompense. Et Dionysos lui dit, tiens, je te donne le pouvoir de transformer tout ce que tu toucheras en or. Voilà. Sauf qu'évidemment, c'est la suite. Tout ce que met à sa bouche Midas se transforme en or, c'est bien qu'il ne peut plus ni boire ni manger, qu'il supplie le dieu de lui enlever ce mauvais sort, en quelque sorte. Dionysos accepte. Il lui dit, plonge tes mains dans le Pactole, un fleuve qui se trouve pas loin. Donc le fleuve Pactole qui maintenant a donné le nom commun Pactole. Et on sait c'est pourquoi le fleuve Pactole aujourd'hui charrie des pépites d'or. Il n'est pas très malin, Midas. Hein. Il n'est pas du tout malin. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, Frédéric, c'était un plaisir. C'était un grand plaisir également, cher Alors, vous allez sortir, vous achetez ce livre, Bataille, la structure psychologique du fascisme, aux éditions Ligne. Hein. Donc, nous ferons probablement une émission, Le désir libertaire, le surréalisme arabe à Paris, 73-75, édition La Symétrie. Et selon Silène, hein, on aurait pu faire des heures et des heures comme ça. Hein. Puis il faut remercier notre camarade Trosco-Maurrassien en cabine. Hein. Merci beaucoup. Voilà, bien sûr, c'était un plaisir. Un peu de musique, Christophe, merci. Merci à vous. Mademoiselle Dossa aussi, magnifique. Hein. Intervention magnifique.